Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus. Donc je me représente rapidement, donc Magali Bessière, je suis chargée d'affaires au sein de Lyon Ingénierie Projet, qui est la filiale de valorisation de l'Université Lyon 1. Et je représente aujourd'hui, je change de casquette, l'Université Lyon 1, donc au sein du réseau PCN, Point de Contact National, pour le défi 5 du programme Horizon 2020. Je vais vous expliquer dans quelques minutes cette architecture en défi. Et donc qui couvre la thématique action climatique, environnement, efficacité des ressources et matières premières. Donc avant de commencer simplement, j'aimerais juste faire, pour pouvoir bien adapter le discours et la présentation, un petit tour de table. Alors parmi vous, par contre, je pense qu'on a essentiellement des entreprises. Je crois qu'on a très peu de chercheurs du monde académique. Par contre, est-ce que vous avez une expérience déjà des programmes européens et du 7e PCRD, notamment ? Oui ? Non ? D'accord. D'accord, ok. Donc on va essayer d'être le plus simple possible, essayer de vous expliquer l'architecture de ce programme de la manière la plus abordable possible. Bien évidemment, si vous avez des questions, si tout cela vous paraît tout d'un coup vraiment complexe, n'hésitez pas à poser des questions. Par contre, il va falloir un micro, je pense, pour les besoins de la captation, si jamais il y a des questions pendant la présentation. Simplement. Voilà. Donc, je vais commencer par faire une présentation donc, du programme Horizon 2020, des objectifs du programme, vous présenter sa structure, présenter les principales règles de mise en œuvre, le calendrier, et puis si on a le temps, je dirais quelques mots du dispositif d'accompagnement et d'information au niveau national, donc des réseaux, fameux réseaux PCN, Points de Contact Nationaux, et de ce que peut faire aussi le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en termes d'action, d'information et d'accompagnement pour vous aider à accéder au financement proposé par le programme. Donc H2020, rapidement, donc c'est le petit diminutif qu'on a trouvé pour le programme qui s'appelle lui Horizon 2020, qui est le programme cadre de financement de la recherche au niveau européen. Donc c'est un programme qui va s'étaler sur plusieurs années, de 2014 à 2020, et qui succède à un autre programme dont vous avez peut-être entendu parler même si vous n'y avez pas participé, c'est le 7e PCRD, programme cadre de recherche et développement. Ce programme, qui est donc financé par la Commission européenne, vise à financer la recherche et l'innovation de l'idée jusqu'à la commercialisation. Donc vous allez trouver à l'intérieur de ce programme tout un panel d'outils de financement qui vont vous permettre de financer vos activités de recherche des phases les plus amont jusqu'aux phases les plus aval, jusqu'à la commercialisation. La commercialisation en elle-même n'est pas financée. Par contre, toute la phase de pré-commercialisation et d'études de marché notamment, vous pouvez trouver effectivement des outils de financement dans ce programme-là qui vont vous permettre de vous accompagner sur cette phase-là. Donc c'est un programme en termes de contenu qui a été pensé effectivement pour soutenir une stratégie politique, économique et la stratégie européenne Europe 2020 et qui vise tout simplement, mais fondamentalement, je dirais, à sortir l'Union européenne de la crise. Donc, l'aspect économique et l'impact économique que pourront avoir les activités qui seront financées dans le cadre de ce programme sont fondamentaux. D'où, quelque part, aussi l'importance qui est accordée dans ce programme-là, vous le verrez, aux entreprises et notamment aux PME, parce qu'effectivement, l'Europe mise sur ces acteurs-là pour effectivement bien évidemment, générer de la croissance et créer des emplois. Et c'est véritablement le but premier de ce programme-là que de soutenir la croissance économique et l'emploi via l'innovation. Voilà, je passe sur les autres objectifs, évidemment, renforcer la position de l'Europe dans le monde et répondre aux inquiétudes des citoyens concernant leur niveau de vie, leur sécurité, l'environnement. C'est la logique qui a conduit à définir ce qu'on verra tout à l'heure, ces fameux défis sociétaux, dont le défi 5 environnement. L'idée était de répondre à ces défis qui se posent aux citoyens aujourd'hui du fait des grandes tendances sociétales comme le changement démographique, le changement climatique, l'augmentation de la population, voilà, ce genre de choses. Donc ce programme vise à simplifier
l'architecture des financements européens telle qu'elle existait jusqu'à présent. Donc c'est un programme dont les caractéristiques sont les suivantes. C'est un programme unique qui regroupe plusieurs programmes qui étaient séparés auparavant, donc qui vise donc à simplifier de cette manière-là les choses en regroupant les différents instruments dans un seul outil pour plus de lisibilité. Je vous l'ai dit aussi, c'est un programme qui vise à promouvoir davantage encore l'innovation par rapport à ce que faisait son prédécesseur, le 7e PCRD. Donc, ce programme-là va financer des projets collaboratifs qui vont donc couvrir toute la chaîne de l'innovation et contribuer au renforcement du leadership industriel européen. Ça aussi, je vous l'ai rapidement expliqué. Les acteurs économiques, les entreprises et les PME notamment sont au cœur de ce programme-là, sont au cœur de cible de ce programme-là. Donc il y a une attention particulière aux défis sociétaux, je vous l'ai dit, comme il s'agit de répondre effectivement aux grandes tendances, aux grandes inquiétudes auxquelles est confrontée l'Union européenne. Et il y a enfin une volonté d'accès simplifié au niveau des règles de mise en œuvre, des règles de procédure pour toutes les entreprises, mais aussi les autres acteurs, les universités, les instituts, dans l'Europe et au-delà. Vous le verrez, l'Europe a vraiment essayé de simplifier les choses en termes d'accès à ces financements-là, en termes de règles. Alors après, les points de vue peuvent varier et diverger quant effectivement à savoir si l'Europe y est parvenue, mais en tout cas c'était une volonté réelle de sa part. Donc là-dessus, c'est simplement pour vous montrer l'évolution de l'architecture des différents programmes cadres jusqu'à Horizon 2020, entre le 5e, 6e, 7e PCRD. Et vous le voyez, Horizon 2020 se structure en 3 piliers principaux, qui sont les 3 cases vertes que vous voyez sur la diapositive. Excellence scientifique, leadership industriel et défis sociétaux. Vous les retrouvez ici. Ce sont les 3 priorités ou 3 piliers, comme on les appelle. Donc excellence scientifique, primauté industrielle et défis sociétaux. Je vais venir tout de suite dans le détail de ces piliers-là pour vous expliquer quel est leur contenu et quels sont leurs objectifs respectifs. Le premier pilier, donc excellence scientifique, c'est un pilier qui va financer, je dirais de manière générale, une recherche plus amont, une recherche d'excellence au niveau européen, dont on peut penser qu'elle va plutôt concerner les chercheurs académiques que les entreprises et les industriels, mais en tout cas, dans la théorie, ça n'est pas le cas. Ces outils-là sont aussi ouverts, en tout cas pour les technologies émergentes du futur, les infrastructures et aussi les bourses de mobilité européennes sont aussi ouverts à des acteurs industriels. Donc, les bourses ERC du Conseil européen de la recherche visent à financer une recherche exploratoire, donc très fondamentale, très amont, aux frontières des sciences et une recherche d'excellence. Donc ce sont des bourses qui ne sont pas ouvertes à tous les chercheurs, mais à véritablement ceux qui sauront démontrer une certaine excellence dans leur parcours. Les technologies émergentes du futur, c'est un instrument qui vise à financer le développement de technologies émergentes. Encore une fois, on se situe dans une phase très amont dans le développement de technologies dites de rupture. Ce qui est intéressant, c'est que ces technologies-là, ces programmes-là, les FET, comme on les appelle pour l'acronyme anglais, sont des programmes blancs, en tout cas pour une grosse partie, notamment les FET Open, et qui vous permettent éventuellement d'arriver avec votre propre sujet. Vous n'êtes pas contraint par une thématique qui vous serait imposée par la Commission européenne. La condition, en revanche, est que ce que vous proposez en termes de développement technologique soit véritablement de l'ordre de l'émergent, qui relève de la rupture par rapport à l'existant. On n'est pas là sur une technologie qui adapterait une technologie existante. On est vraiment sur de la création, à proprement parler. Les infrastructures européennes de recherche, donc là ce sont de gros projets en général qui concernent le développement d'infrastructures d'envergure européenne, pan-européenne, donc ce qui évidemment peut concerner les entreprises et des PME. Mais par contre, on est là dans un type de projet assez particulier qui vise plus à développer les infrastructures disponibles pour la recherche et l'innovation au niveau européen.
Enfin, les bourses de mobilité de formation Marie Curie. Donc, comme l'avait rapidement dit Guillaume, il y aura d'ailleurs une journée d'information sur ces bourses-là en janvier. Ce sont des bourses qui permettent le recrutement de chercheurs, le recrutement et la formation de chercheurs. Les entreprises sont tout à fait éligibles à formuler ces demandes de bourse pour le recrutement de chercheurs type postdoc. Et l'Europe finance les postes de chercheurs à 100% et alloue aussi une enveloppe relativement modeste, mais quand même forfaitaire de consommables pour participer à la recherche qui sera financée dans le cadre de ces projets-là. Donc ce sont des projets individuels. La condition, c'est qu'il y ait une mobilité, c'est-à-dire que les chercheurs que vous recrutez, que vous faites venir en France, n'aient pas résidé, ils peuvent être français, mais ils ne doivent pas avoir résidé en France pendant plus d'1 an dans les 3 dernières années. Donc voilà, pour brièvement résumer la condition qui s'impose dans ce cadre-là. Par contre, ce sont des financements vraiment intéressants, puisque ça vous permet de financer un poste pour 2 ans ou plus à 100%. Voilà, pour de la recherche. Je passe au pilier 2 qui donc concerne essentiellement les industries, les entreprises, les PME. L'idée, la porte d'entrée pour ce pilier-là, c'est le développement de technologies, ce que l'Europe appelle les technologies clés génériques. Vous retrouverez un acronyme tout au long du programme. L'acronyme c'est KET, K-E-T, c'est les Key Emerging Technology. Et donc là, l'idée, c'est effectivement de mettre le focus, de mettre l'accent sur un certain nombre de technologies dont l'Europe considère qu'elles sont innovantes, qu'elles sont source de croissance. Et donc vous les voyez listés là, il y a les TIC, les nanotechnologies, les matériaux avancés, les biotechnologies, les systèmes de fabrication et de transformation avancés et les technologies liées à l'espace. Donc sur cette thématique-là, ce sont des projets thématiques, mais vous allez pouvoir financer des projets dans une phase relativement large de maturation, d'une phase plus amont à une phase plus aval, projets de R&D ou bien des projets pilotes, des activités de démonstration à grande échelle, des bancs d'essai, du développement de prototypes, voilà, dans ces thématiques-là, avec des conditions de financement qui sont relativement intéressantes, puisque les financements sont enfin j'en reparlerai tout à l'heure, à 100% des coûts, plus 25% au titre des coûts indirects ou des frais de structure. Pour les projets plus amont, les projets plus aval, on le verra, le taux de financement est différent. Les 2 autres outils sont des outils spécifiquement réservés aux PME. Donc vous avez l'accès au financement à risque. Donc là, c'est essayer de générer un effet de levier pour les financements privés, le capital risque, et l'innovation dans les PME. Ma collègue Solange parlera notamment tout à l'heure d'un outil spécifique pour les PME qui s'appelle l'instrument PME, qui entre aussi dans ce cadre-là, dans cette palette d'outils qui sont mis en œuvre pour favoriser l'innovation dans les PME. Voilà. Le pilier 3, donc les défis sociétaux. En termes de budget, c'est le pilier qui est le plus doté. Donc c'est ce qui va correspondre, pour ceux qui connaissaient le 7e PCRD, au programme coopération dans l'ancien programme. Donc c'est une entrée thématique. Vous le voyez, il y a 7 défis sociétaux, donc 7 thématiques qui ont été définies. Et qui doivent effectivement répondre aux grandes problématiques qui se posent à la société européenne à l'heure actuelle. Voilà. Ce qui peut caractériser, donc ces défis-là vont proposer des sujets thématiques et de la même façon qui vont s'intégrer dans toute la chaîne d'innovation. Donc vous aurez des projets très amont comme des projets très aval sur ces sujets-là. Donc les mots-clés par rapport à ce qui caractérise ces défis-là, c'est la forte implication des TIC, c'est-à-dire que dans toutes les thématiques et dans tous les défis que vous avez pu voir, on considère que les technologies de l'information et de la communication doivent avoir une place importante parce que très souvent source d'innovation. Ce n'est pas toujours le cas, mais en général, et de toutes les façons c'est mentionné dans le descriptif des sujets, on recommande l'implication de ce domaine-là dans les projets.
Forte implication des SHS, donc des sciences humaines et sociales aussi, parce que je vous rappelle que l'idée est de répondre effectivement à des problèmes sociétaux véritablement, et que la science qui doit faire le lien effectivement entre la recherche, l'innovation, parfois le développement de technologies, et l'ancrage ou la pénétration dans les sociétés, la réponse aux problématiques des citoyens, cette science, effectivement, ces sciences, ce sont les sciences humaines et sociales. Donc on va s'appuyer sur elles, effectivement, pour créer ce lien entre la société et la recherche et les résultats de la recherche. On s'attend aussi à ce que les projets qui seront proposés en réponse à ces défis-là soient transversaux et transdisciplinaires. Vous le verrez à la lecture des sujets, quand vous les aurez entre les mains, et puis vous le verrez tout à l'heure quand on vous les présentera de manière plus précise sur la thématique environnement, les sujets sont très vastes, très larges, beaucoup plus larges que ce qu'ils pouvaient être dans le cadre du 7e PCRD. Ils sont beaucoup moins contraints, beaucoup moins définis, et ils appellent à des consortia plus gros, plus transdisciplinaires et plus interdisciplinaires que ce que ça n'était avant. Ce n'est pas une règle générale, mais enfin quand même, c'est une des grandes caractéristiques de ces défis. La participation des PME, même quand elle n'est pas obligatoire, et parfois elle l'est, est recommandée, c'est un atout sur les projets. Et puis, mais on parlera tout à l'heure, j'ai juste rappelé là la définition de ce qu'était une PME au sens européen du terme. Oui. Vous avez mentionné, durant le laboratoire Limotech, on est une PME basée en Auvergne. Vous avez mentionné les projets qui seront plus gros que dans FP7. Ça veut dire ce qu'on appelait les small projects et les integrated projects disparaissent au profit des integrated projects. Alors, il n'y a plus cette distinction, effectivement, dans Horizon 2020 entre les small et les integrated. Ce qui va distinguer les projets, c'est leur niveau de maturation, si vous êtes dans une phase plus amont ou plus aval. Et ce qui va définir finalement la taille du projet, c'est le montant de la subvention. Vous verrez tout à l'heure, on peut être sur des projets qui sont de 2 à 3 millions, comme sur des projets qui sont de 12 à 15 millions. Donc, je dirais, dans la pratique, il y aura toujours des consortia et des projets qui seront plus gros que d'autres, mais en tout cas, formellement, il n'y a plus la distinction entre les small et les IP. C'est-à-dire que, à la rigueur, vous n'êtes plus imposé, disons, par rapport à une taille de partenariat. Vous pourriez éventuellement avoir un projet de 12 à 15 millions en partant uniquement avec 8 partenaires et un projet de 2 à 3 en partant avec 10 partenaires. Il n'y a plus de règles à ce niveau-là. Voilà. Mais de manière générale, vous le verrez, dans les subventions moyennes qui sont recommandées pour partir sur un projet, elles sont de manière générale plus grosses que ce que ça n'était sur le 7e PCRD. On est sur beaucoup de sujets, en tout cas sur environnement, vous le verrez, sur 6, 8 millions, 7 millions, 9 millions, ce qui est quand même plus gros que ce que ça n'était avant. C'est bon ? Je continue. Donc je voulais évoquer, il y a deux types d'appels, des appels ciblés et thématiques et des appels blancs ou ouverts. Vous retrouverez les appels ciblés et thématiques à la fois dans le pilier 1 avec les appels infrastructures, le pilier 2 avec le leadership industriel et le pilier 3 essentiellement dans les défis sociétaux. Les appels blancs ouverts, vous les retrouverez dans les programmes du pilier 1, les actions Marie Curie et les actions faites. ERC, j'en parle pas. Et un outil que Solange présentera en plus grand détail tout à l'heure, qui s'appelle le Fast Track to Innovation, et qui est un outil aussi qui peut fortement intéresser les entreprises, de par le côté accéléré de la mise en œuvre et de l'obtention des financements. Alors, rapidement, parce que sinon on va être très très en retard, simplement, pour tous ces appels-là et toutes ces thématiques-là, il y a plusieurs documents qui vont définir le contenu, ou dans lequel vous pourrez avoir accès au contenu et aux objectifs de ces différents instruments-là. C'est les programmes stratégiques qui sont définis tous les 3 ans et dans lesquels la Commission européenne va définir des grands sujets sur lesquels elle veut mettre l'accent pendant une période de 3 ans.
Vous le verrez, c'est le cas pour le programme environnement. La thématique déchets, notamment, est une thématique qui a été définie comme étant une thématique phare, une thématique cible dans le premier programme stratégique et qui donc va recevoir un surcroît d'attention, je dirais, et de financement pendant les 3 années pendant lesquelles va courir ce programme stratégique. Sinon, les appels, les sujets à proprement parler sont définis dans ce qu'on appelle les programmes de travail, qui existaient déjà sous le 7e PCRD, mais qui étaient annuels avant et qui paraissent maintenant tous les 2 ans. C'est-à-dire que les sujets que vous allez avoir dans les programmes de travail qui vont paraître là officiellement fin d'année le 11 décembre et qui vont faire l'objet des appels sont des sujets qui vont couvrir à la fois l'année 2014 et l'année 2015. Mais les appels à proposition seront toujours annuels. Vous aurez toujours un appel en 2014 pour des sujets donc 2014 et un appel en 2015 pour des sujets 2015. Simplement, pourquoi les avoir publiés avant ces sujets ? C'est pour permettre aux chercheurs de mieux anticiper, aux chercheurs et aux candidats de mieux anticiper et de mieux se préparer à la réponse à ces appels. Voilà. Donc le programme stratégique, ça ce sont les 12, ce que je vous disais, les 12 sujets qui font l'objet d'un focus par la Commission européenne pour les 3 prochaines années. Pour ce qui concerne l'environnement, il y en a 5 qui sont concernés. Il y a Blue Growth qui concerne la recherche autour des ressources maritimes, Energy Efficiency, donc l'efficacité énergétique, les déchets comme je vous l'ai dit, l'eau aussi, et la résilience aux risques naturels. Donc on va aborder aussi aujourd'hui dans le cadre de notre présentation. Voilà. Les programmes de travail, donc ça je vous en ai parlé, ils définissent les objectifs, les budgets, les critères, les calendriers, les limites et le financement des sujets. Donc c'est là que vous trouverez toutes les informations sur les sujets qui feront l'objet d'un appel à projet. Voilà, je n'entre pas plus dans le détail. Et les appels à proposition qui paraissent tous les 2 ans, tous les ans je vous l'ai dit. Et j'en viens aux règles de participation et de simplification. Alors, le financement de ces projets-là. L'idée, c'est que l'Europe a voulu simplifier donc, les règles de financement et essayer de n'offrir qu'un seul modèle, un seul type de financement pour tous les projets et pour tous les acteurs. Si vous avez un souvenir du 7e PCRD, c'est extrêmement complexe. Il y avait des types de financement différents selon les types de coûts, selon les types d'acteurs, selon les types de projets. C'est extrêmement complexe. Là, l'idée, c'est qu'on a un taux pour un projet. Sauf que, bien évidemment, il faut toujours une exception à la règle, sinon c'est pas drôle. Sur les projets plus amont, ce qu'on appelle les projets de recherche et innovation, tous les acteurs seront financés à 100% des coûts directs, les coûts complets, je dirais, y compris les salaires, etc. Et recevront, au titre des coûts indirects, un montant forfaitaire de 25% des coûts directs, hors coûts de sous-traitance. Il y a une seule petite variation à cette règle-là, c'est pour les projets innovation, donc les projets plus aval, les partenaires privés, les entreprises, ne seront pas remboursés à 100% des coûts directs, mais à 70% des coûts directs, et toujours un montant forfaitaire de 25% des coûts directs au titre des coûts indirects. Pour les académiques, en revanche, les chercheurs, les structures publiques et non-profit, le taux de financement sur les projets même innovation, donc plus aval, sera toujours de 100% des coûts directs. Voilà pour les grandes règles. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet-là? Est-ce que la notion de coût direct, coût indirect, vous avez besoin d'un petit éclaircissement peut-être? Alors, moi je répète la question. Donc le nombre de partenaires. La règle de base, c'est-à-dire à minima, n'a pas évolué. C'est toujours 3 partenaires de 3 pays différents à minima. Les pays étant soit les pays membres, soit des pays ce qu'on appelle associés au programme. Donc dans ces pays-là, on a la Suisse, l'Israël, la Turquie, la Norvège, l'Islande. Et on doit avoir des pays candidats aussi. Donc là, je pense qu'on devrait avoir la Serbie, la Bosnie et Herzégovine, qui doivent être dans ces pays-là.
Sinon, par rapport au nombre de partenaires moyens, comme je le disais tout à l'heure, ça dépend beaucoup du budget des projets. Et globalement, on peut s'attendre à ce que les consortia soient plus importants que ce que ça n'était dans le 7e PCRD. J'ai répondu à votre question, c'est bon? Non, mais tu veux simplement. Les aspects de consortium, donc il y a encore une fois des exceptions à la règle. Notamment, je vais vous en parler plus largement après. L'instrument PME spécifique aux donc, petites entreprises n'a pas de notion de consortium. Vous pouvez y aller tout seul. Et le Fast Track to Innovation, par contre, il y a une limite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser plus de 5 partenaires. Et dans Eurostar, qui est aussi un projet spécifique PME, c'est 2 partenaires. Voilà. Donc, mais on s'y retrouve au final. Voilà, c'est effectivement les 3 partenaires, c'est effectivement la règle générale pour les projets des défis. Autre grande caractéristique de la simplification voulue par la Commission européenne quant à ces règles de participation. Donc de manière générale, il y a davantage de possibilités d'accepter des coûts moyens de personnel. Vous savez que pour les coûts de personnel, en général, la Commission européenne veut le calcul au réel, mois par mois, des salaires. Il y a possibilité de proposer un coût moyen. Donc, moyennant quand même une méthode de calcul qui doit être validée par la Commission européenne. La coopération internationale s'est ouverte et elle est soutenue, davantage soutenue dans le cadre d'Horizon 2020. Il y a la possibilité d'avoir recours à des signatures électroniques pour les accords de subvention, notamment, ce qui est censé aussi simplifier pas mal les procédures. Et les coûts directs liés au management sont couverts si les bénéficiaires parviennent à les justifier en tant que coût direct. Voilà, c'est différents aspects qui peuvent effectivement résumer la volonté de simplification de la Commission européenne. Je n'entre pas dans le détail, ça pourrait beaucoup complexifier les choses. Il y a aussi d'autres nouveautés qui concernent notamment la publication des résultats issus des projets. Donc il y a une volonté de la Commission européenne que les résultats issus des projets, les publications notamment, mais aussi les données soient mises en libre accès, c'est ce qu'on appelle l'open access. Alors les règles de mise en œuvre sont encore en discussion. Néanmoins, sachez que c'est une volonté forte de la Commission européenne que de faire en sorte que les résultats soient librement accessibles à l'issue des projets. Alors, il y a des aménagements, bien évidemment, selon les types de projets, notamment des embargos allant de 6 à 12 mois avant la publication totale des résultats. Donc tout dépend effectivement des types de projets. Et pour l'open data, c'est la même chose pour donner l'accès aux données de la recherche. Mais là encore, il y a des problématiques liées à la mise en œuvre de cette règle-là qui fait que pour l'open data, en tout cas, c'est encore pas mal en discussion. Comment ces choses-là vont se faire. Néanmoins, il faut en être conscient et quand vous entrez dans un projet qu'effectivement l'Europe peut exiger à un moment donné la publication des résultats en libre accès. Donc rapidement sur le calendrier, il a été adopté le 3 décembre le programme par le Conseil européen. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la publication des premiers appels à propositions aura lieu le 11 décembre 2013 et le lancement national officiel du programme Horizon 2020 a lieu le 16 décembre à Paris en présence de la Commission, de la ministre. Donc voilà, tout va être lancé là d'ici 2 jours pour les appels et 1 semaine au niveau national. On parlera plus en détail des dates des appels environnement tout à l'heure lors de la présentation des sujets. Mais grosso modo, les appels pour 2014 sont lancés maintenant pour un rendu au mois de mars-avril. Donc il ne vous reste quand même pas beaucoup de temps effectivement pour effectivement monter les projets et les soumettre.
Voilà, un petit mot sur les sessions nationales d'information. Donc vous voyez qu'il y en aura une le 17 décembre sur climat et environnement au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Simplement, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui a mis en place tout un dispositif d'information au niveau national. Il y a des journées nationales sur Horizon 2020 par thématique qui sont organisées au ministère. Vous avez quelques dates là de réunions qui sont passées. Il y en a d'autres à venir, donc dont celle sur le climat et l'environnement. Mais je vous invite à aller consulter le site du programme qui a été mis en place par le ministère de l'Enseignement supérieur, qui est horizon2020.gouv.fr. Vous aurez toutes les informations sur le programme, toutes les informations sur ces sessions nationales d'information et aussi sur les PCN et sur les réunions régionales qui sont mises en place par les PCN. Donc ce site-là, c'est vraiment le point central, le point d'ancrage de la communication du ministère sur H2020. Il est très bien fait, très accessible, très simple. Vraiment, allez-y, vous aurez une bonne partie des informations dont vous avez besoin pour pouvoir postuler. Voilà. J'ai le temps de dire un mot là-dessus ou pas ? Alors, dispositif national d'accompagnement, donc ça c'est nous, c'est les PCN, simplement pour vous résumer quelles sont nos missions et quels sont nos outils. Donc nous informons et sensibilisons sur les opportunités de financement offertes par H2020, on essaie dans la mesure du possible d'accompagner dans le montage de projets, on aide à la recherche de partenaires, on essaie de valoriser les projets et on est l'intermédiaire entre vous et potentiellement le ministère et la commission quand on peut le faire. Et on fonctionne avec un certain nombre d'outils, donc ces journées d'information comme aujourd'hui, mais aussi des nouvelles en ligne sur le site H2020, du réseautage, des plateformes internet, des plaquettes. On fournit aussi des informations en termes d'analyse des résultats, ce qui permet d'aider au positionnement des acteurs sur les projets à venir. Et voilà, et on fait aussi, chose très importante, remonter éventuellement des informations auprès de la commission via les représentants de programme sur des volontés des idées de projet, des volontés de projet qu'on pourrait potentiellement intégrer dans les futurs programmes de travail. Donc ça aussi, pensez bien que vous avez ce relais-là pour vous aussi faire remonter vos besoins et vos demandes auprès du ministère et potentiellement auprès de la Commission européenne. Voilà, j'entre pas plus dans le détail. Voilà. Je vous remercie beaucoup.